Madame la déléguée interministérielle, Claire Campagnon. Donc, tout le monde, et puis, je veux dire, les parents, les personnes concernées sont dans la salle, les professionnels de santé sont là, l'éducation nationale est bien présente, José Puig, notamment à la délégation interministérielle, mais je sais que vous êtes, on va dire, sur 100 personnes inscrites, il y a 50% de parents avec les personnes concernées, 25% de l'éducation nationale, on va dire au sens large, et 25% la santé. Une dizaine enfin 5-6% de personnes qui s'occupent de l'emploi. Donc vraiment, chaque année, c'est la 15e journée nationale des listes, on a 3 sujets qui sont toujours les mêmes. C'est la santé. Alors ça fait 20 ans qu'on milite pour un dépistage précoce, parce qu'on pense que si les jeunes sont pris en charge le plus tôt possible, eh ben, au monde adulte, ils sont autonomes. L'école, alors ça c'est mon dada, vous le savez. Les aménagements aux examens, c'est un mot, il faut que je le case toujours, mais vous savez que c'est quelque chose qui m'a poursuivi pendant 5 ans et qui nous poursuit encore, malheureusement. Et puis le 3e pan, c'est l'emploi, parce que en fait, vous passez 20 ans à faire des études, dans le meilleur des cas, mais la majorité du temps, vous passez 40 ans dans le monde professionnel. Le but du jeu, c'est quand même de choisir son lieu de vie, d'aimer son métier, et puis de ne pas rester à la maison, parce que franchement, d'aller rejoindre les rangs du chômage, c'est pas top pour le moral. Alors on a, je dirais, sur l'école, on a 3 actions qu'on aimerait toujours répéter. C'est la formation, on en est persuadé. C'est difficile de rajouter des heures à la formation initiale, puis quand on est jeune, quand on engloutit beaucoup de formations, c'est compliqué. Donc il y a la formation continue, et ça c'est le nerf de la guerre, pour pouvoir accompagner nos jeunes dans l'école. Les repérer, là vous avez œuvré notamment sur les plateformes, vous allez les repérer, et vous avez élargi aux 7-12 ans. Donc on rentre bien dans le champ où les dyslexiques seront bien dans le panier du forfait précoce. Et puis agir, ça veut dire dans l'école, ça veut dire aussi les aménagements pédagogiques qu'il faut très tôt pour ne pas envoyer directement chez l'orthophoniste. Et là, je nommerai Paris Santé Réussite, qui est un modèle pour nous. Ensuite, en ce qui concerne la santé, 3 actions également. Former les premières lignes, parce qu'en fait, les 2e lignes de la Haute Autorité de Santé, elle est un peu stoppée. Elle est sortie en 2018, mais les ARS, les agences régionales de la santé, n'ont pas mis en œuvre ce guide qui avait pour mission d'améliorer le parcours, spécialement pour notre bataillon des 10. Donc simplifier, c'est en voie. Il y a des choses qui ont été faites dans votre mandature. Par exemple, il y a des jeunes qui ont la RQTH à vie maintenant. Ils sont 10, ils ont la RQTH à vie. Pas tous les 3 ans, aller trouver à Paris un médecin qui vous fait un certificat pour un jeune des adultes, c'est impossible. Donc, RQTH à vie, ouf. Et puis, on continue sa vie, comme on dit. Rendre accessible l'accompagnement, ça c'est un enjeu pareil. Avec le forfait précoce, ça veut dire pendant 2 ans, prendre en charge l'ergothérapeute, le neuropsychologue, ça fait partie. Mais il y a encore du travail. Et donc, former les premières lignes, ça sera très important parce que pour l'aiguillage, on ne va pas s'en sortir autrement. La première ligne, c'est les généralistes, hein, entre autres. Ensuite, le dernier pan de mon discours, c'est construire une société inclusive. Ça, c'est le nerf de la guerre. C'est, sans vous jeter de fleurs, c'était le mot d'ordre pendant 5 ans, la société inclusive. Et on y était très attachés, tout simplement parce qu'on représente 10% de la population. On est énorme, on est très nombreux. Malheureusement, ça ne se voit pas sur le visage des personnes. On est encore taxé de fraudeurs ou de feignants, où on demande trop, où c'est pas justifié. Et puis finalement, on arrive devant les examens, c'est ma maraude. Vous n'y avez plus droit, alors que tout le long de l'année, il y a eu des choses. Vous n'avez plus droit aux aménagements. Donc, tout ça veut dire aussi qu'on a des besoins spécifiques qui peut être finalement bénéfique à tous. On en est persuadé. Alors, je nommerai le Macathon, par exemple.
99% du Makaton aujourd'hui est à destination d'autres publics que les dysphasiques. Donc ça veut dire que quand Avenir Dysphasie a installé le Makaton en France, ça a profité à tous. Donc on est dans ce schéma très fédératif. C'est à la fédération, c'est quelque chose de très important pour nous, de se fédérer entre nous, de porter des messages communs et d'amener tout le monde vers finalement du mieux et coller vraiment aux besoins de toutes les personnes. L'ensemble de la famille des 10 que je nommerai la dysphasie pour le langage oral, la dyslexie pour le langage écrit et la dyspraxie pour la coordination des gestes. Alors, non, mais avec les acronymes, je vous assure qu'il y a plein de médecins, ils vont vous expliquer tout ça cette matinée, parce que ce que je voulais dire cette matinée, elle est en collaboration avec une société savante qui s'appelle la Softal. Ils sont tous là, sur notre gauche, avec Michel Habib, Leslie Souleau, Alain Pouet, Mario Speranza, et la présidente, qui s'appelle Sylvie González-Monge, qui est à votre gauche. Madame la ministre, je vous l'ai déjà dit il y a 2 ans, nous partageons de combats communs, et je suis persuadée. Et vous connaissez l'énergie et la détermination qui sont nécessaires pour faire bouger une petite ligne. Il y a des parents, il y a des bénévoles dans la salle. On travaille pour la génération future. Ce n'est jamais pour nos enfants, parce que c'est tellement long le temps que les choses se mettent, descendent dans nos deux puits. Donc on le fait pour les autres et c'est très jouissif. J'ai bénéficié personnellement de toute on va dire, ce qui a été fait en 2001. Et je remercie dans la salle les associations APEDA, Avenir Dysphasie. Je nomme pas Christine Aucher-Lemani, mais elle est là. Elle en faisait partie à l'époque. Il y avait aussi des professionnels de santé, comme Michel Habib, qui a vécu le plan langage. Et c'était le point de départ en France, hein. Ça n'existait pas avant les 10. Donc avant de vous donner la parole, Madame la Ministre, je voudrais dédier cette journée à 2 personnes qui nous ont quittés récemment, qui étaient des militants, des bénévoles, qui faisaient des journées des 10, comme aujourd'hui. Je nommerai Claude Denarias, qui était la présidente d'APEDIS 78, mais surtout qui a œuvré pour fédérer tous les dyslexiques à travers un APEDIS, qui est aujourd'hui l'association dyslexique de France, repris par Conception Echani, qui se trouve à ma gauche. Elle nous a quittés. Également Nathalie Louis, d'Avenir Dysphasie dans Lyon, qui a œuvré pour fédérer la fédération avec les professionnels de là-bas. On avait un petit froid à cause du PAP. Et ça s'est réparé parce que la volonté des parents, c'est que parents, personnes concernées, professionnels de santé, éducation, l'ensemble des personnes qui aident les 10, et je vois Alain Mouret, je pense à Auxerre, excuse-moi. Et en fait, il faut être tous ensemble, pas les uns contre les autres. Et ça, c'est fédératif. Et les pouvoirs publics, c'est plus facile pour vous, après, pour décider. Je vous passe la parole, après avoir dit quelques mots. Donc, merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente, chère Nathalie. C'est vrai que ça fait quelques années qu'on se connaît. Merci beaucoup, Madame la Directrice, de nous accueillir dans ce bel amphi. Alors, c'est pentule chez vous, hein, sacrément. Mesdames et Messieurs, Madame la Déléguée interministérielle, chère Claire, et toute son équipe ici présente, enfin une partie de l'équipe, toujours œuvrant aux côtés des 10 en général. Mesdames et Messieurs, les parents, les familles, les bénévoles, les professionnels, vous êtes nombreux et je sais que vous êtes tous impliqués. Je pense que votre présidente, elle a dit un mot extrêmement important. Tous ensemble, la fédération, fédérer, être collectif, parce que c'est comme ça qu'on avance plus vite, tous ensemble. En tout cas, moi, ça a été mon fil rouge pendant 25 années d'associatif, fédérer, rassembler, parler ensemble. En effet, face au pouvoir public, c'est plus simple pour nous, ça c'est indéniable. Je me rappelle Jean-François Chaussy, député, qui me disait « Une naissance, une association. On ne peut pas travailler comme ça.
c'est certes important hein, pour la catharsis, c'est important pour l'implication, mais ce qui est très important, c'est de rester fédéré, collectif, de parler d'une seule voix, sans dissension pour avancer beaucoup plus vite. Et puis après, de toute façon, ce qui sert à l'un sert à tous. Et ce que vous avez dit, c'est tellement vrai. Donc c'est comme ça qu'on avance plus vite. 15 ans, 15e année que vous faites votre grande journée nationale. On voit bien que les sujets sont tracés, vous les avez cités et qu'il faut sans arrêt les réaffirmer haut et fort. Parce qu'il faut, comme vous le dites, rien lâcher pour que ça avance jusqu'aux parents, partout sur le territoire. Et c'est ça notre difficulté. C'est comment, dans cette équité territoriale, on avance ensemble aussi vite pour pouvoir servir en effet tous les parents, toutes les personnes elles-mêmes. Cette journée, c'est aussi les chercheurs, les professionnels, remettre de la science au cœur vraiment des pratiques. Ça, je pense que c'est très important. Une science qui n'est pas d'ailleurs que nationale, hein, qui est vraiment internationale sur ces troubles, sur l'impact que peut avoir aussi sur le quotidien des personnes. Alors oui, bien sûr, c'est un handicap invisible, comme encore 80% des handicaps. C'est là aussi toute notre difficulté. Vous avez dit des mots forts, hein, les feignants, les gens qui trichent, on l'entend encore. Et ça, il faut absolument pouvoir le combattre. Et pour le combattre, il faut tout simplement l'expliquer. C'est le savoir, c'est la pédagogie permanente qu'il faut sans arrêt remettre sur l'ouvrage. Mais il y a un maître mot dont vous avez parlé, c'est aussi la formation, on en reparlera. Alors bon, vous savez tout sur les 10, donc je ne vais pas reparler de ce que c'est que les 10. Je pense que ce qui est important, c'est de faire un point sur l'état des connaissances. C'est ce que nous avons mis en place, hein, et c'est ce que Claire Compagnon porte avec la stratégie nationale de l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement. C'est un des 5 piliers de la stratégie, c'est la science, remettre du savoir en permanence et pouvoir s'appuyer de façon formelle, solide, avec bien sûr la haute autorité de santé, et là il faut qu'on accélère, c'est évident. Et puis, il faut aussi les remettre à jour à chaque fois, hein, à travailler aussi avec l'avancée des sciences. Il faut les reconnaître, ces troubles. C'est important de pouvoir les repérer, bien sûr. Et puis, bien sûr, après, derrière, mettre l'accompagnement adapté. 6, 8, 10% de la population, c'est donc un problème de société. C'est un problème sociétal. Il faut absolument qu'on puisse accompagner ces 10%, de l'école jusqu'à l'emploi. Ces enfants, ils deviennent adultes, les difficultés sont toujours là, mais pour autant, si on met les bonnes adaptations, ce sont des adultes qui doivent grandir et travailler au milieu des autres. On a encore du boulot pour ouvrir la porte des entreprises, mais c'est surtout pour pouvoir expliquer les troubles en emploi. Cette RQTH, depuis le temps qu'on attendait qu'elle soit à vie, mais moi je voudrais aller plus loin, c'est-à-dire qu'elle soit automatique une fois qu'on a été accompagné en tant qu'enfant, en tant que jeune. Eh bien, automatiquement, on l'est, cette RQTH. Pas besoin de refaire ce dossier au passage de l'âge adulte qui stigmatise encore. Il faut qu'on y travaille, on y travaille sérieusement. Après, le jeune s'en sert ou pas, libre à lui, mais qu'au moins systématiquement à 16 ans, mais même dès 16 ans, on pourrait la donner. Automatiquement, à partir du moment où vous avez été accompagné, repéré à l'école, accompagné, il y a eu des adaptations, il y a eu des PPS, des PAI, des PAP, des PPRE, on sait ce que c'est, hein. Voilà. Eh bien, automatiquement, on a ces RQTH. C'est ce sur lequel je travaille pour qu'on simplifie la vie. Pas besoin d'aller chercher encore un tout-bip pour reconnaître une dernière fois. C'est plus possible. Et puis après, libre encore à chacun de s'en servir. Ça, c'est la loi. On se reconnaît ou on ne se reconnaît pas, mais au moins, on sésame. Et puis, on peut avancer de façon digne, pas avoir à reprouver, pas avoir de nouveau à ce regard de suspicion permanente pour fluidifier les parcours. Ce droit à l'éducation, il est important. Alors oui, on a encore du retard, mais oui, on a fait du progrès. Et ça, je pense qu'il faut qu'on souligne les progrès parce qu'il faut aussi donner de l'espoir aux familles. Moi, j'entends et je reçois des courriers, toutes les semaines, des courriers sur des écueils encore, sur des problématiques de moyens qui ont été notifiés mais qui ne sont pas mis en place, sur des problématiques de pouvoir être entendus correctement par les maisons départementales des personnes handicapées. Juste pour vous faire un petit focus sur les MDPH, j'ai reçu le président Sauvadet de l'Association des départements de France, qui est le nouvel exécutif. Nous continuons sur la même feuille de route, il y a la même volonté de pouvoir accélérer. Nous allons mettre en place le comité stratégique justement pour faire l'état, avec le baromètre qui va sortir sur les MDPH, pour pouvoir tout simplement connaître où on en est dans sa propre MDPH, de retard, de notification, de délai, et pouvoir agir aussi directement. Parce que moi, les personnes m'écrivent en disant la MDPH est en retard. Mais la responsabilité des MDPH, je vous rappelle, c'est les présidents de département.
Alors je ne me renvoie pas la balle puisqu'on travaille ensemble, puisque nous avons rajouté 25 millions sur le système informatique pour mieux avancer, pour fluidifier les dossiers. Mais on n'est pas encore, par exemple, sur l'octroi des droits à vie partout, de façon équitable. On a des MDPH qui ont avancé très vite parce que c'est du gagnant-gagnant, puis il y en a d'autres qui sont encore à la traîne là-dessus. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir mobiliser parce qu'il nous faut garder cette équité territoriale, c'est très important. On octroie des compensations sur la scolarisation pour l'ensemble du cycle scolaire. Et ça, si vous ne les avez pas, il faut les réclamer. Plus besoin tous les ans de refaire son dossier, puisque toute compensation scolaire doit être octroyée sur le cycle scolaire, l'ensemble de la maternelle, l'ensemble de l'élémentaire, l'ensemble du collège, du lycée, que ce soit un accompagnant d'élèves en situation de handicap, une Ulysse ou quoi aux caisses, c'est sur l'ensemble du cycle scolaire. Si ça dysfonctionne encore, il faut absolument le réclamer et se faire entendre. Et la santé, vous l'avez dit, le repérage, la santé. Donc on avance sur les plateformes 7-12. Le cahier des charges il a été co-construit, vous avez fait un travail vraiment très important. Maintenant, il faut qu'on le déploie. Alors, je voudrais quand même dire pour les ARS qu'il y a une crise sanitaire. Pas anodin quand même sur l'implication des ARS sur la crise sanitaire qui nous a fait prendre du retard. Pour autant, je voudrais quand même dire que c'est maintenant plus de 15 000 enfants qui bénéficient du forfait sur les 0,7. Ça avance de façon remarquable, c'est clair. 73, 75 PCO, 79 plateformes de coordination des 0,7 qui sont maintenant déployées. C'est près de 15 000 enfants, donc des 15 000 familles qui n'ont plus à sortir les 1 500 € par forfait, avec une prise en charge sur la psycho, l'ergo et la psychologie, la psychomote et ergothérapeute. C'est une réalité. Et malgré la crise, ils ont tenu bon les ARS, les PCO, et je tiens à les saluer et à les remercier parce que c'était compliqué. Donc maintenant, il faut qu'on avance sur les 7-12. C'est indéniable, c'est indispensable, c'était un engagement et nous allons le faire. Et d'ailleurs, je sais que Lorna sera présente ici avec vous cet après-midi ou ce matin, je ne sais plus, pour travailler sur, qui est responsable de projet, sur le diagnostic, l'intervention précoce. Et José Pouic sera présent aussi également. C'est un travail de dentelle, c'est un travail main dans la main avec l'éducation nationale, je tiens à le dire. Et nous avançons ensemble. Sur les troubles 10, ils sont multiples. Alors je sais que le cheval de bataille, c'est les examens améliorés. Si, c'est toujours l'aménagement des examens. C'était une bataille, c'était dur. Ben oui, mais bon, il faut... C'est toujours dur. C'est toujours dur et c'est encore inéquitable sur le territoire. Notre enjeu majeur, il est là. Soyez persuadés qu'au niveau des politiques publiques, le ministre de l'Éducation nationale et moi-même, nous sommes main dans la main. L'ambition politique, elle est partagée. Elle est mobilisée au sommet dans les réseaux, puisque nous réunissons chaque fois les DG d'ARS, directrices et directeurs généraux des agences régionales de santé, et les rectrices et les recteurs, ensemble, 2 fois par an, pour justement avoir le même langage sur l'importance de cette coopération médico-sociale dans l'école, sur la fluidité des parcours, sur le fait qu'il faut qu'on change la donne en termes de formation initiale, mais de formation conjointe. Et là, il faut qu'on s'améliore sur les formations conjointes tout au long de la vie des professionnels de l'éducation nationale. Il faut aussi que cette coopération soit une réalité au plus près des territoires. Mais ça fonctionne. J'étais en Dordogne, dans un tout petit village où l'école qu'on veut construire, elle est déjà là. Avec des méthodes, j'avais l'impression d'être au Canada. Au fin fond de la Dordogne, j'étais au Canada. Avec les flexiclasses, avec les doubles niveaux, tout petit village, avec des enfants d'IME qui sortaient, qui rentraient, qui étaient présents. Je suis allée dans Lyon, où on a fermé un château avec la pancarte « Tous les enfants sont à l'école ». 5 ans pour faire le projet avec le maire de Vincelles, petite commune qui a construit l'école de demain. Avec quoi? Tout simplement des mètres carrés. Il nous faut de l'espace, des mètres carrés. Les enfants de l'IME, les professionnels de l'IME sont dans l'école. Et ça se passe remarquablement bien parce que le vivre ensemble, c'est surtout apprendre ensemble pour pouvoir travailler ensemble après. Donc c'est en avance, ça avance sur les territoires, mais pas de façon égale. Et c'est bien ça la frustration pour les parents, que je comprends tout à fait, de se dire il vaut bien mieux naître en Dordogne ou dans Lyon qu'ailleurs. Non, il faut absolument qu'on s'améliore sur l'équité territoriale, c'est indéniable. Les outils, bien sûr, travailler sur les outils, sur l'ensemble des outils qui sont mis à disposition des professionnels, entendre l'expertise des professionnels qui peuvent être vraiment en appui complémentaire, chacun dans sa complémentarité, enseignants, professionnels de la rééducation, AESH et parents, l'expertise parentale.
Pour moi, je pense qu'on ira 10 fois plus vite en France quand on ouvrira largement la porte aux parents sur leur capacité de connaître leur enfant, leur mode de fonctionnement, et que ce dialogue dans les équipes de suivi de scolarisation, mais pas que, sera vraiment une réalité. Ça avance. Je vous rappelle quand même que maintenant, il y a un rendez-vous pour chaque parent pour connaître son accompagnant d'élèves en situation de handicap s'il y en a un besoin auprès de l'enfant à la rentrée. Là aussi, c'est la confiance qu'il faut qu'on rétablit, la confiance dans la parole et le regard de chacun, toujours dans sa complémentarité. Personne ne se substitue à l'un à l'autre, mais on travaille ensemble. Voilà un petit peu les points que je voulais. Donc c'est tout en vrac, bien sûr, parce que comme Nathalie vous a dit déjà beaucoup de choses, ce que je voulais, c'était vraiment vous redire ça. Que travailler ensemble, se fédérer, travailler avec, bien sûr, les pouvoirs publics de façon en amont, sur les sorties de texte, sur les cahiers des charges, je pense que c'est du gagnant-gagnant là-dessus. C'est indéniable. En tout cas, vous pouvez compter sur mon engagement. À chaque journée, je suis là, mais je ne suis pas que là dans la journée. Derrière, nous avons une équipe de la DIA, de la délégation interministérielle, qui travaille main dans la main avec vous. Nous aurons une grande communication le 18 octobre qui va sortir pour sensibiliser le grand public à des troubles, parfois invisibles, parfois visibles. C'est complexe de parler en très peu de temps, 3 spots de 30 secondes, pour expliquer qu'on regarde la personne avant le handicap, très complexe. Mais pour autant, après, nous déclinons, et les associations pourront s'en emparer, des portraits qui vont pouvoir être des vrais leviers de discussion sur le handicap, notamment invisible. Comment on parle du handicap invisible? Eh bien aussi, nous avons, juste pour vous faire un petit point d'actualité, nous aurons la Semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées, 3e semaine de novembre, le DUOD le 18 novembre. Il faut le faire massivement, il faut pouvoir ouvrir la porte des entreprises et en parler. C'est un handicap invisible, c'est compliqué. Et l'axe, ça sera la jeunesse, l'emploi des jeunes. Donc c'est le moment ou jamais de pouvoir vraiment s'inscrire sur la plateforme diod.fr. Allez-y, on est en avance de phase sur le nombre d'entreprises qui vont, pas d'entreprises, privées, publiques, qui vont ouvrir leurs portes. Je pense que c'est important de pouvoir participer au DIOD parce que c'est une occasion aussi d'expliquer à son entourage. C'est une occasion aussi médiatique de pouvoir faire parler les jeunes eux-mêmes de ce qu'ils ressentent, comment ils expliquent leurs troubles. Voilà un petit peu pour vous faire le panorama de l'actualité. En tout cas, je peux répondre à 2-3 questions, je crois, hein, chère Nathalie. Et puis bien sûr, je serai très attentive à tous vos travaux pour l'ensemble de cette journée. Mais j'aurai bien sûr la délégation interministérielle qui m'en fera une restitution. Et puis bien sûr avec vous-même, chère Nathalie. Voilà ce que je voulais vous dire.